Alors, on va reprendre là où on s'était arrêté la dernière fois. C'est-à-dire qu'on avait traité l'exercice 8, questions 1 et 2. D'accord? Donc, il nous restait à calculer le potentiel. Alors, quelle était la question? Calculer le potentiel électrique au point M situé sur l'axe OY, OM égale Y et Y supérieur à L sur 2. Ça veut dire que le point M se trouve en dehors de la tige, du côté des Y positifs. En déduire les deux composantes EX et EY du champ électrique au point M. Voilà, donc notre axe OY et l'axe OX avec la tige qui se trouve entre les deux ordonnées moins L sur 2 et plus L sur 2. Alors, pour calculer le potentiel créé par la tige, ben, on fait comme pour le champ, c'est-à-dire qu'on va la décomposer en petits, on va diviser la charge totale en petits éléments de charge. Alors, comme la charge est répartie sur la longueur de la tige, eh bien, les éléments de charge seront portés par des petites longueurs dl, comme les petites longueurs dl qu'on a utilisées pour calculer le champ la dernière fois. Alors, on va considérer donc une petite longueur dl qui va porter la quantité de charge dq et on regarde quel est le champ qu'elle produit, quel est le potentiel qu'elle va créer au point M. Alors, dv, je fais comme si c'était une charge ponctuelle, donc k dq sur r ou encore k lambda dl sur r. Lambda étant la densité linéique de charge. Alors, qu'est-ce que c'est que cette distance R? Voilà. Alors, la distance R, c'est la distance qu'il y a entre dl et M, c'est-à-dire que c'est cette distance-là. Voici la distance R. D'accord? Alors, qu'est-ce que c'est on va écrire ça en fonction de la coordonnée sur l'axe Y, de la coordonnée du point M. Alors, qu'est-ce que c'est? Eh bien, R, cette distance, c'est Y. D'accord? Bon. Alors, je reprends. Alors, j'ai dit que la distance R, c'était ça. D'accord? Entre le point M et la charge. La distance OM, ben, c'est la coordonnée Y du point M sur l'axe Y. Et puis, j'appelle cette distance-là L. D'accord? Alors, qu'est-ce que ça donne? Eh bien, cette distance R, on voit tout de suite que c'est Y moins L. D'accord? Puisque Y, c'est cette distance L plus la distance R. Donc, dV, c'est K lambda dL sur Y moins L. Et pour avoir le potentiel total, eh bien, je vais faire la somme de tous ces petits potentiels produits par chacune des petites longueurs dL. Donc, j'ai V égale K lambda. Alors, j'intègre sur L, ma variable, ça sera L. Et pour prendre en compte la totalité de la tige, eh bien, petit l va varier entre moins L sur 2 et plus L sur 2. Et comme ça, j'aurai la totalité de la tige qui aura participé à ce potentiel. Donc, j'intègre entre moins L sur 2 et plus L sur 2 mon dV qui est égal à K lambda dL sur Y moins L. Alors, on fait un changement de variable.
Alors, je vais écrire que U, ma nouvelle variable, c'est Y moins L. Alors, si U, c'est Y moins L, ma variable actuelle, je vous rappelle que c'est L, hein, et je veux changer de variable, donc ma nouvelle variable, c'est U. Donc, je dois écrire du, la différentielle de U, en fonction de dl. Alors, qu'est-ce que ça donne? Eh bien, ça va me donner du égale dy moins dl, y étant fixé à partir du moment où j'ai choisi un point M sur l'axe y, ça veut dire que y est fixe, donc sa différentielle est nulle, et je vais pouvoir écrire que du, c'est moins dl. Alors, si j'ai changé de variable, il faut aussi que je change les bornes de mon intégrale. Alors, je remplace. Quand L est égal à moins L sur 2, donc je remplace ici L par moins L sur 2. Ça va me faire Y plus L sur 2. Et quand petit l est égal à grand L sur 2, eh bien je remplace ici grand L sur 2, j'aurai U égale Y moins grand L sur 2. Ce qui fait que mon potentiel, alors, oui, alors le signe moins ici, il provient de la relation qu'il y a entre du et dl. Je vous rappelle que je pars de cette expression dl sur y moins l à l'expression, alors dl étant égal à moins du, donc j'ai moins du, et au dénominateur, j'aurai u. Ça va? Donc ce signe moins, il vient d'ici. Donc v égale moins k lambda, somme entre y plus l sur 2 et y moins l sur 2 de du sur u. C'est bon? Alors je ne sais pas ce que fait ce signe moins ici. Alors, pour me débarrasser du signe moins, ben, j'inverse les bornes de l'intégrale. Donc, k lambda intégrale de y moins L sur 2 à y plus L sur 2 de ma fonction du sur u. Alors, c'est une fonction particulière, c'est une dérivée logarithmique. Eh bien, ça veut dire que l'intégrale de du sur u, c'est log de u à prendre entre y moins L sur 2 et y plus L sur 2. Alors, ça donne... j'ai sauté une étape ici, mais je pense que... Alors ici, j'écris l'étape intermédiaire. Hein. Je vais avoir V égale à K lambda. Alors, l'intégrale de du sur u, c'est log de u. Donc, je vais avoir log de, alors, y plus L sur 2, d'accord, moins log de y moins L sur 2. Alors, vous savez que la différence entre deux logs, quand j'ai log de A moins log de B, eh bien c'est log de A sur B. Donc ici, j'ai mis ce terme-là au numérateur et ce terme-là au dénominateur. Voilà donc mon potentiel. Oui, U' sur U. comment? Oui, U', oui. Bah, c'est du sur U, Ah, d'accord. oui. Bah, c'est la différentielle de U, oui. C'est bon? Oui. Alors, d'accord. Ah, ok. Alors, deuxième partie de la question 3, on vous demande d'en déduire
les composantes EX et EY. Alors, si on vous dit qu'il faut le déduire, ça veut dire qu'on doit utiliser ce résultat pour trouver les deux composantes EX et EY. Alors déjà, Dérivé, comment? de la dérivée. Oui, oui, exactement. On va utiliser la relation E égale moins gradient de V qui va me donner, qui va être équivalente à deux relations. Alors, quand vous écrivez E égale moins gradient de V, eh bien, ça va transformer la fonction scalaire en fonction vectorielle. Et cette relation vous donne des composantes du vecteur. Donc, je vais avoir EX égale à moins dv sur dx, exactement. EY égale moins dv sur dy. Mais comme dans l'expression de v, vous voyez bien que x n'apparaît pas, v ne dépend que de y, et bien ça veut dire que la dérivée partielle de v par rapport à x, puisque v ne dépend pas de x, et bien cette dérivée partielle est égale à 0. Et donc ça veut dire que la composante ex va être égale à 0. Par contre, la composante ey, eh bien on va pouvoir la calculer puisque ça sera moins la dérivée de v par rapport à y. D'accord? Ici, la dérivée partielle s'est transformée en dérivée tout court parce que le potentiel ne dépend que de y. D'accord? S'il avait dépendu de x aussi, eh bien ici, j'aurais eu ex égale moins dérivée partielle de v par rapport à x. Alors, on va donc dériver le potentiel par rapport à y avec un signe moins devant, évidemment. Donc, je reviens, c'est plus facile de dériver une différence que de dériver un rapport. Donc, je reviens à mon écriture log de y plus L sur 2 moins log de y moins L sur 2, d'accord? Que j'avais mis sous forme de rapport tout à l'heure. Donc, j'ai EY égale à moins k lambda dérivée de cette expression. Alors, la dérivée du log d'une fonction f, eh bien, c'est 1 sur f, d'accord? Donc, je vais avoir la dérivée de ce log qui sera 1 sur... alors, j'ai inversé parce que j'ai un signe moins ici, hein, d'accord? Alors, j'aurais pu garder moins k lambda, 1 sur y plus L sur 2, moins 1 sur y moins L sur 2. Mais à cause de ce signe au moins, ben, j'ai inversé les deux termes dans l'expression qui est à l'intérieur du crochet. D'accord? Donc, k lambda, 1 sur y moins L sur 2, moins 1 sur y plus L sur 2. Alors, je réduis au même dénominateur. C'est de la forme a plus b facteur de a moins b. Donc, ça va me donner a carré moins b carré. C'est bon pour le dénominateur commun. Et ici, je vais avoir y plus L sur 2 moins y moins L sur 2, ce qui me donne les y et moins y s'annulent. Et j'aurai L sur 2 moins L sur 2, c'est-à-dire L sur 2 plus L sur 2, donc L. Alors, il ne faut pas oublier que lambda L, étant donné que lambda, c'est la densité linéique de charge et que L, c'est la longueur totale de la tige, eh bien, le produit lambda L, c'est la charge totale, c'est Q. Donc, E égale à EY, il n'y a que la composante EY qui existe, égale à KQ sur Y carré moins L2 sur 4. Alors, on ne vous le demandait pas ici, mais on peut toujours regarder ce que ça devient quand Y devient très grand devant L, c'est-à-dire quand le point M est très éloigné de la tige. Eh bien, quand Y est très grand devant L, Y carré va être très grand devant L carré sur 4. Donc, j'aurai E qui sera pratiquement égal à KQ sur Y carré, c'est-à-dire que tout se passe
comme si la tige était une charge ponctuelle qui se trouverait au point O. Voilà. C'est bon, on peut passer à l'exercice suivant. Oui. D'accord. Alors, l'exercice suivant, c'est un exercice sur le théorème de Gauss. Alors, je vous laisse le soin de faire l'exercice 12. Je vous donne des réponses, d'accord? Et puis, vous le faites. C'est juste une application directe de ce qu'on a vu hier en cours, hein. C'est des questions sur le flux du champ électrique et sur la charge à prendre en compte quand on applique le théorème de Gauss. Alors, vous regardez, euh, vous le faites tout seul et vous vérifiez après si vous obtenez bien ces résultats. Et si vous avez un problème, vous me le dites la prochaine fois, on en reparle. D'accord? D'accord. Alors, exercice 13. Alors, on a un cylindre conducteur de longueur infinie, de rayon grand R, qui porte une densité superficielle de charge sigma. Par application du théorème de Gauss, je vais vous mettre l'énoncé. Lancer l'exercice 13. Voilà donc l'exercice 13. Par application du théorème de Gauss, calculer les champs E créés par cette répartition à l'intérieur et à l'extérieur du cylindre. En déduire le potentiel électrique dans tout l'espace, sachant que le potentiel auquel est porté le cylindre est V0. Alors, on y va. Alors, on a vu en cours hier qu'il y a 5 étapes dans l'application du théorème de Gauss. Première étape, trouver la direction du champ. Deuxième étape, trouver la surface fermée qu'on va utiliser pour appliquer le théorème de Gauss. C'est ce qu'on appelle la surface de Gauss. Troisième étape, on calcule le flux du champ électrique à travers cette surface fermée. Quatrième étape, on calcule la charge intérieure à cette surface de Gauss. Et cinquième étape, on applique le théorème de Gauss. Donc, flux égale charge intérieure sur epsilon 0. Et on en déduit le champ électrique. Alors, donc, première étape, on cherche la direction du champ. Alors, la direction du champ, eh bien, on va rechercher les éléments de symétrie. Alors, on va commencer par prendre un petit morceau de surface ds. Je vous rappelle que la charge ici, elle est répartie sur la surface du cylindre. D'accord? Alors, je prends un petit morceau de la surface, donc une très très petite surface ds, tellement petite que je peux la considérer comme un plan, et je regarde le champ que produit cette petite surface. Évidemment, cette petite surface va porter la quantité de charge sigma ds, d'accord? Puisque sigma, c'est dq sur ds. Donc, la quantité de charge ici, dq, ça sera sigma ds. Donc, cette charge que je peux considérer comme ponctuelle va donner un champ au point M qui sera dE. Alors, c'est un champ qui a la direction de la droite qui va de la charge au point M. Alors, qui aura pour sens un sens répulsif si je considère ici que la charge est positive. Et qui aura pour module
K dQ sur cette distance au carré. C'est bon? Alors, comme le cylindre est de longueur infinie, eh bien, je trouverai toujours, quel que soit le petit carré ds que j'aurai choisi, je lui trouverai toujours un symétrique ds' par rapport à cet axe, par rapport à la droite qui part de l'axe du cylindre qui va jusqu'au point M. Donc, ds' est symétrique de ds par rapport à cette droite horizontale. Et on voit tout de suite que DE, le champ DE, va être symétrique du champ DE, pardon. J'ai inversé ici, il manque quelque chose. Hein. DS' donne un champ DE'. Hein. D'accord? Donc, j'ai un champ DE et un champ DE' qui sont symétriques par rapport à cet axe. Si je devais les décomposer, qu'est-ce que j'aurais? Eh bien, DE, il aurait une composante DEX et une composante bon. Je sens que ça va être compliqué aujourd'hui. Alors, je ne mets pas de pointillés. Hein. Voici DEX et voici DEY. Ça, c'est pour mon champ DE. Maintenant, si je regarde mon champ DE', d'accord? Le champ DE', c'est celui qui est créé par la surface DS'. Eh bien, si je le décompose, eh bien, je me rends compte que je vais avoir la même composante D. Alors ici, c'est à la fois DEX, mais c'est aussi DE' X. D'accord? Voilà. Et j'aurai une composante DE'Y. D'accord? Alors, ce qu'on voit tout de suite, c'est que les deux composantes horizontales sont égales et que les deux composantes verticales sont égales en module, mais opposées, c'est-à-dire que leur somme va donner 0 et la somme de DEX, les deux composantes DEX et DE'X vont, elles, s'additionner. Alors, au bout du compte, si je prends chaque petite surface avec son symétrique, eh bien, j'aurai à chaque fois les composantes verticales qui vont s'annuler 2 par 2 et les composantes horizontales qui vont s'additionner 2 par 2. Ce qui fait qu'au bout du compte, eh bien, toutes les composantes horizontales vont s'additionner. Ça veut dire que le champ, eh bien, il a la direction horizontale. D'accord? Alors, comme c'est la droite qui part, cette droite horizontale, c'est la droite qui part de l'axe du cylindre vers le point M, donc elle est dirigée suivant un rayon du cylindre, eh bien, j'appelle ça une direction radiale. D'accord? Je dis que le champ a la direction radiale. Donc, le champ est radial. C'est bon pour la direction du vecteur E. C'est bon? D'accord. Alors, maintenant, le choix de la surface. Le choix de la surface, eh bien, il faut que ce soit une surface fermée qui passe par le point M et qui soit en accord avec la symétrie qu'on vient de trouver. On vient de trouver qu'on a une symétrie radiale, c'est-à-dire que le champ a la direction radiale. Donc, on a tout intérêt, comme surface de Gauss, à prendre un cylindre
qui aurait le même axe que le cylindre chargé et qui aurait pour rayon, eh bien, un rayon R qui varierait depuis l'axe du cylindre jusqu'à l'infini. Alors, on va différencier les deux cas où le point M se trouve à l'intérieur du cylindre chargé. Alors, je vous rappelle que la question qui est posée, c'est calculer le champ E créé par cette répartition à l'intérieur et à l'extérieur du cylindre. D'accord? Donc, je dois considérer mon point M à l'intérieur du cylindre. Donc, le voici. Mais il faut que je puisse aussi savoir ce qui se passe si le point M est à l'extérieur du cylindre. Donc, je considère les deux cas. Alors, ma surface de Gauss, c'est le cylindre que j'ai dessiné en pointillé. Alors, on mettra toujours ce qui porte la charge en trait plein. D'accord? La charge, elle est portée par ce cylindre. Et on mettra en pointillé la surface de Gauss. D'accord? Parce que la surface de Gauss, c'est pas elle n'existe pas matériellement, c'est juste une surface qu'on imagine pour pouvoir calculer notre flux. Alors, j'ai donc petit r inférieur à grand R et ici petit r supérieur à grand R. Grand R étant le rayon du cylindre. Voilà donc pour la surface de Gauss. Alors, troisième étape, on va calculer le flux. Alors, je vais peut-être revenir au dessin précédent. Alors, on va regarder par exemple ici. Hein. Voilà. Alors, je vais considérer ma surface de Gauss qui est le cylindre en pointillé. Alors, ce que j'ai appelé S1, eh bien, c'est cette base. Ce que j'ai appelé S2, c'est la base inférieure. Et ce que j'ai appelé S3, eh bien, c'est la surface latérale. D'accord? Quand vous faites tout le contour, vous faites le tour, toute la surface latérale, eh bien, c'est la surface S3. C'est bon? Alors, calculer le flux à travers cette surface fermée, ça va revenir à calculer le flux phi1, qui sera la somme à travers la surface S1 de tous les flux élémentaires. Donc, je vais chercher tous les produits scalaires EDS et j'en ferai la somme. Voilà, je fais phi1, c'est la somme de tous les flux élémentaires sur cette surface S1. Alors, phi2, eh bien, ça sera la même chose sur la base S2. Donc, somme sur S2 de tous les produits scalaires EDS. Et enfin, phi3, ça sera la somme sur S3 de tous les produits scalaires, de tous les flux élémentaires, de tous les produits scalaires EDS. Alors, qu'est-ce qu'on a pour le flux phi1? Alors, pour le flux phi1, eh bien, je vais prendre un petit... alors, je vais enlever tout ça.
Alors, je vais prendre un petit carré ici, d'accord, que je vais appeler DS. Son vecteur, le vecteur qui va le représenter. Alors, le vecteur qui va le représenter, ça va être un vecteur orienté perpendiculairement à DS et vers l'extérieur. Donc, voici mon vecteur DS. Ça va? Alors, qu'est-ce que je sais du champ en un point M quelconque qui se trouve à l'extérieur de ce cylindre? Eh bien, je sais, je viens de voir que le champ a la direction radiale. C'est-à-dire que ici, mon champ, il sera horizontal. Voilà. Donc, voici le champ. Alors, ce qu'on remarque, c'est que j'ai le champ qui a la direction radiale, donc qui est horizontale, mon vecteur ds qui est perpendiculaire à ce petit morceau de la base S1. Donc, la base S1 est horizontale, donc le vecteur ds va être vertical. Eh bien, on voit que ce flux élémentaire EDS va être égal à 0 parce que l'angle qu'il y a entre E et DS est égal à 0. C'est bon? Alors, si je fais la somme sur toute la surface S1 de tous ces flux élémentaires qui sont tous nuls parce que E est perpendiculaire à DS, eh bien, je vais dire que phi 1 va être égal à 0. D'accord? Qu'est-ce que je peux dire? On va enlever ça pour le voir plus clair. Alors, qu'est-ce que je peux dire du flux à travers la surface S2? Eh bien, je prends un petit carré sur la surface S2. Alors, son vecteur surface, il va être orienté verticalement, mais cette fois-ci vers le bas. Je vous rappelle que tous les DS doivent être orientés vers l'extérieur. Donc, voici DS. Le champ électrique, eh bien, je sais qu'il a la direction radiale. Donc, il va être horizontal. Et on voit tout de suite que le flux du champ électrique à travers cette petite surface DS, ce sera 0. Et si je fais la somme de tous les flux sur la surface S2, eh bien, j'aurai une somme d'un ensemble de termes qui sont tous nuls, donc leur somme va être nulle. Voilà. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe sur la surface latérale? Alors sur la surface latérale, je vais prendre une petite surface autour du point M, d'accord? Donc je prends cette petite surface-là qui contient le point M, d'accord? Son vecteur surface, eh bien, il aura la direction radiale. Donc, voici DS. Le champ électrique, je sais qu'il est radial. Le voici. Donc, je vais pouvoir écrire que phi 3, qui est la somme de tous les produits scalaires EDS, eh bien, ça sera la somme sur S3 de E ds. Alors, en module. Pourquoi en module? C'est parce que le produit scalaire, alors je vais l'écrire, hein, c'est le produit scalaire EDS qui est égal au produit des modules parce que les deux vecteurs ont même direction et même sens. D'accord? Alors, tous les points qui sont sur cette surface latérale S3 se trouvent à la même distance de la charge, se trouvent, si
Si vous regardez les choses vues d'en haut, voici le cylindre chargé, donc avec son rayon grand R. Voici la surface de Gauss vue d'en haut, hein. Si vous mettez votre œil ici et que vous regardez, vous allez voir le cylindre sortir vers vous et le cylindre de rayon, ma surface de Gauss qui est le cylindre de rayon petit r. Voici petit r, d'accord? Vous le voyez sortir aussi vers vous. Alors, comment se passe, comment sont orientés les vecteurs ds? Eh bien, les vecteurs ds ont tous la direction radiale, c'est-à-dire que si je prends un autre vecteur ds ici, voici, voici mon ds. Alors, ce qu'on peut constater, c'est que tous les points qui se trouvent sur cette surface latérale se trouvent à la même distance de la charge, ce qui fait que ils sont tous équivalents par rapport à la charge, et le champ électrique que je vais avoir en chacune des régions où j'ai pris pardon, c'est pas ça, c'est le champ E. Bon, je vais effacer, j'y arrive pas. Alors, ici, voici le champ E. D'accord? Alors, bon, bah, tant pis. Vous avez vu que le champ a la direction radiale. Vous pouvez voir ça sur toute la surface latérale. Et tous les DS vont eux aussi avoir la direction radiale parce que chacun des petits éléments de surface DS, tellement petit qu'on peut le considérer comme un plan, va être représenté par un vecteur DS qui aura la direction du rayon également. D'accord? Voilà. Donc, je reviens à ma page suivante. Donc, on écrit que le flux, c'est la somme des trois flux, phi1, phi2, phi3. Phi1 et phi2 sont nuls parce que E est perpendiculaire à ds, quel que soit ds, quel que soit le petit carré que vous prenez sur la surface S1 ou sur la surface S2. Alors, je vous ai mis revoir le cours sur le fil infini. C'est ce qu'on a fait hier. On l'a vraiment détaillé, donc revoyez votre cours. Alors, puisque les deux premiers flux sont nuls, eh bien, ça veut dire que phi est égal à phi3. Alors, qu'est-ce que c'est que phi3? Eh bien, on vient de voir que phi3, c'est la somme sur S3 de EDS, parce que sur chaque surface, vous avez E qui est parallèle à DS. Donc, le produit scalaire EDS devient le produit des modules EDS. D'accord? Eh bien, ce flux va être égal à E. On a vu que comme tous les points de la surface latérale se trouvent à la même distance de la charge, eh bien, ça veut dire que le champ sera le même en tout point de cette surface latérale. Donc, mon champ E, je peux le sortir de mon intégrale et je vais avoir phi3 égale E, somme de toutes les petites surfaces DS, c'est-à-dire E multiplié par la surface S3, et la surface S3, eh bien, c'est la surface latérale, c'est la surface d'un rectangle qui aurait pour largeur H, la hauteur,
et qui aurait pour longueur le contour, le périmètre du cercle de rayon petit r, c'est-à-dire 2πr. D'accord? Donc S3, c'est H multiplié par 2πr. Voilà. C'est la surface de ce rectangle, donc de hauteur H et de longueur 2πr. Voilà. Donc ça, c'est S3. Donc, phi est égal à phi3 égale au module de E par la surface S3 qui est de pi RH. Alors, ça aussi, on l'a détaillé hier en cours. Hein. Alors, quatrième étape. Oh, pardon. Alors, quatrième étape, on calcule la charge enveloppée par la surface de Gauss, la charge qui est enfermée à l'intérieur de la surface de Gauss. Alors, si mon point M se trouve à l'intérieur du cylindre chargé, quelle est la charge qui est enfermée à l'intérieur de ce cylindre en pointillé? Eh bien, aucune, d'accord? Puisque la charge, elle est portée sur la surface. Si on dessinait les choses vues d'en haut, qu'est-ce qu'on aurait? On aurait notre cylindre chargé, d'accord? Et à l'intérieur, ma surface de Gauss, d'accord? Donc la charge, elle est portée là-dessus. J'ai une densité de charge sigma. Et vous mettez à l'intérieur de cette charge un cylindre qui doit envelopper des charges. Alors, quelles sont les charges qui sont enveloppées dans ce cylindre? Eh bien, aucune, puisque toutes les charges se trouvent à l'extérieur. Donc ici, la charge intérieure à cette surface de Gauss, donc pour R inférieur à grand R, c'est 0. Par contre, ici, eh bien, la charge qui sera enfermée à l'intérieur de ce cylindre, alors le cylindre en pointillé, c'est celui-là à ma surface de Gauss. Hein. Alors, quelle est la charge qui est enfermée à l'intérieur? Eh bien, c'est toute la charge qui se trouve ici sur toute... je vais prendre du rouge. C'est tout ça. Hein. Bon. Bon. Je vais prendre un... Voilà. Alors, ce sera tout ça. Toute la surface latérale du cylindre sur, attention, sur une hauteur H. Évidemment, j'ai dessiné ce qu'on voit vers l'avant, mais il y a aussi tout ce qui est vers l'arrière. Hein. Donc, je vais avoir comme charge intérieure à la surface de Gauss la partie du cylindre qui est enfermée à l'intérieur de cette surface de Gauss. Alors, quelle est la charge qui va être portée ici? Eh bien, ça sera sigma multiplié par, alors, la surface latérale du cylindre de rayon petit r, pardon, de rayon grand R, c'est celui-là qui porte la charge. Donc, sigma multiplié par 2pi grand R H. D'accord? Donc, si
Si je déroulais ce petit cylindre en rouge, eh bien, j'aurais la largeur, ce serait h, et la longueur, eh bien, ce serait 2pi r. C'est bon? Voilà, donc la charge enfermée à l'intérieur de la surface de Gauss, eh bien, c'est sigma multiplié par la surface latérale de la partie du cylindre qui est enfermée dans la surface de Gauss, c'est-à-dire sigma multiplié par 2pi RH, la surface qu'on vient de calculer ici. Voilà, donc ça, c'était la 4e étape. Donc, 5e étape, on applique le théorème de Gauss. Alors, on a trouvé, je vous rappelle, que le flux, c'était E multiplié par 2pi RH. D'accord? Et on a trouvé que la charge intérieure, eh bien, elle était 0 si on est à l'intérieur du cylindre chargé et sigma de pi grand RH si on est à l'extérieur du cylindre chargé. Donc, j'écris phi égale Q intérieur sur epsilon 0 et je regarde ce qui se passe. Pour petit r inférieur à grand R, on a trouvé que la charge intérieure était nulle. Donc, j'aurai le module de E qui sera nul. Alors, à l'extérieur du cylindre chargé, je réécris mon théorème de Gauss. Je remplace phi par E multiplié par 2pi RH. Et je remplace la charge intérieure par le résultat que j'ai trouvé ici. Alors, on voit que j'ai le terme 2pi h qui est des deux côtés. Et j'obtiens, alors en simplifiant, que E, c'est sigma grand R sur epsilon 0 petit r. Voilà, donc j'ai deux valeurs différentes, deux expressions différentes, selon que je me trouve à l'intérieur du cylindre chargé ou à l'extérieur du cylindre chargé. Est-ce que vous avez des questions? C'est bon? D'accord. Alors, on passe maintenant au calcul du potentiel. Alors, on va utiliser évidemment la relation entre le champ et le potentiel, puisqu'on a calculé le champ. Eh bien, on va utiliser notre relation E égale moins gradient de V. Comme le champ est radial, eh bien, le potentiel ne dépend que de R. Ça veut dire que je vais pouvoir écrire que E, c'est moins dV sur dR. Et j'aurai à intégrer, donc à partir de l'expression dV égale à moins EDR, je pourrai calculer le potentiel total qui sera moins l'intégrale de tous les termes EDR. Alors, évidemment, comme j'ai distingué les deux cas, si M est à l'intérieur du cylindre ou M extérieur du cylindre, eh bien, je vais continuer à séparer les deux cas pour calculer le potentiel. Alors, pour petit r inférieur à grand R, je vous rappelle qu'on a trouvé que le champ était nul. Donc, quand je calcule l'intégrale de 0 dr, eh bien, je vais avoir une constante. Et comme on me dit dans l'énoncé que le potentiel auquel est porté le cylindre est V0, eh bien, ça veut dire que cette constante, c'est V0. Donc, pour petit r inférieur à grand R, j'ai V de R égale V0.
Alors, du côté à l'extérieur maintenant, du côté des R, petit r supérieur à grand R, eh bien, je reprends mon expression du champ électrique, d'accord, qui est une constante sigma grand R sur epsilon 0 divisé par petit r, la distance. Eh bien, je vais appliquer cette relation, donc V égale moins l'intégrale de E dr. Donc, ça, c'est l'expression de E que j'ai trouvée. Je sors toutes les constantes de mon intégrale. Et ce qui me reste, eh bien, c'est dr sur R. Encore une fois, on a une dérivée logarithmique, c'est-à-dire que son intégrale, ça va être le logarithme népérien de R. Alors, je vais avoir moins sigma R sur epsilon 0, log de R, plus la constante d'intégration. Alors, cette constante d'intégration, eh bien, on va la voir, on va pouvoir la trouver grâce au potentiel V0 du cylindre. Alors, si le cylindre se trouve au potentiel V0, ça veut dire que quand petit r est égal à grand R, eh bien, le potentiel, c'est V0. Eh bien, j'écris ça. Je prends mon expression du potentiel et j'écris que quand petit r est égal à grand R, c'est ce que j'ai écrit ici, eh bien, le potentiel, il vaut V0. Donc, j'écris, j'ai remplacé ici petit r par grand R, je garde l'expression que j'ai trouvée. Donc, je suis là, j'ai juste remplacé petit r par grand R et je dis que c'est V0. Donc, ma constante, eh bien, ça sera V0 plus ce terme-là que je vais passer à droite. Alors, si je réécris ici V de R, moi j'ai sauté une étape. Hein. Alors, V de R, je reprends cette expression. Hein. Donc, c'est moins sigma R sur epsilon 0. Donc, ça, c'est R. Sigma R sur epsilon 0. C'est quoi ça? Bon. C. Alors, ça sera moins sigma R sur epsilon 0 log de R plus la constante que je viens de trouver, c'est-à-dire sigma R sur epsilon 0 log de grand R plus V0. C'est bon? Alors, je peux regrouper ces termes-là. J'ai le facteur sigma R sur epsilon 0 qui se retrouve dans les deux et j'aurai log de grand R, je vais mettre ça en facteur avec log de grand R moins log de petit r, c'est-à-dire log de grand R sur petit r. Voilà. Donc V de R, c'est sigma R sur epsilon 0, log de grand R sur petit r plus V0. Voilà. Alors, c'est fini pour cet exercice. On va passer à l'exercice 14. Alors, voilà mon exercice 14. Soit deux plans infinis, parallèles, séparés par une distance petit a et chargés en surface avec des densités respectives
2 sigma et sigma. Alors cette fois, on prend sigma négatif. C'est-à-dire que les champs seront des champs attractifs. Premièrement, déterminer le champ électrique dans les régions A, B, C, représenter le graphe de E de Z, la mesure algébrique du champ électrique E de Z. Deuxièmement, sachant que V pour Z égale 0 est égal à 0, en déduire le potentiel V de Z dans les 3 régions et représenter le graphe de V de Z. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va appliquer? Eh bien, on va appliquer le théorème de Gauss et le principe de superposition. Alors, ça va consister en quoi? Eh bien, on va considérer chacun des plans comme si l'autre n'existait pas. On calcule le champ qui est produit par chacun des plans pris séparément. Et puis après, on fait la somme des deux champs pour avoir le champ total dans les 3 régions. Alors, on va commencer donc par la question 1, qui est le calcul du champ électrique. Alors, on va calculer le champ créé par un seul plan. D'accord? Alors, on va considérer le plan du bas, c'est-à-dire avec une densité de charge, bon, peu importe, avec une densité de charge sigma. Alors, n'oubliez pas que ici, dans cet exercice, sigma est négatif. D'accord? Donc, tous les champs qu'on va représenter seront des champs attractifs, dirigés vers les charges. Alors, mes charges sont disposées sur toute la surface du plan. Le plan est de dimension infinie. Alors, première chose à faire, c'est de trouver la direction du champ. Alors, on fait quoi? Eh bien, on essaie de trouver des éléments de symétrie. Alors, si je prends un petit carré de surface ds, au point M, il va me donner un champ DE dirigé vers DS. Alors, comme le plan est infini, eh bien, je pourrais toujours, par rapport à cette verticale passant par le point M, je pourrais toujours lui trouver un symétrique DS'. Alors, qu'est-ce que ce petit carré de surface DS' va donner comme champ au point M? Eh bien, il va donner un champ DE'. Alors, ce qu'il a de particulier, ce champ DE', c'est qu'il est symétrique de DE par rapport à mon axe vertical passant par le point M. Alors, si je décompose mes deux champs, DE et DE', eh bien, on voit que la composante horizontale de DE va être vers la gauche, sa composante verticale va être vers le bas, et que pour DE', la composante horizontale sera vers la droite et la composante verticale sera vers le bas. Alors, on va tout de suite, comme les charges sont les mêmes, les distances sont les mêmes et que tout est parfaitement symétrique, on voit tout de suite que les deux composantes horizontales vont s'annuler parce qu'elles sont de sens opposés mais de même module. Donc, DE horizontal et DE' horizontal sont opposés. Leur somme va donner 0. Par contre, les composantes verticales vont s'additionner. Alors, je peux généraliser ça à l'ensemble de la surface, c'est-à-dire que pour chaque petit ds, il y aura un symétrique ds' qui va donner un champ qui sera symétrique du premier. Et quand je fais la somme de tous ces champs, de tous ces petits champs DE, DE', eh bien, j'aurai toutes les composantes horizontales qui se seront annulées 2 par 2 et toutes les composantes verticales qui se seront additionnées 2 par 2. C'est-à-dire que
au total, eh bien, le champ va avoir la direction de cet axe vertical passant par le point M. Voilà. Alors, j'ai dessiné ce qui se passe aussi si le point M se trouvait en dessous du plan. D'accord? Donc, vue de profil, voilà ce que ça donne. Hein. Vue de profil, j'ai mon plan qui porte une densité de charge sigma. Si mon point M se trouve ici, eh bien, le champ va être vertical et vers le bas. Si le point M se trouve ici, eh bien, le champ sera vertical et vers le haut. Voilà. C'est bon? Donc, un champ perpendiculaire au plan et attractif, donc dirigé vers le plan. Voilà, donc ça, c'était la première étape, trouver la direction du champ. Deuxième étape, trouver quelle est la surface de Gauss qui va me permettre de faire un calcul du flux qui soit le plus simple possible. Alors, la surface de Gauss qui se prête le mieux à cette configuration, eh bien, ça sera un cylindre qui aura un axe vertical. Son axe sera confondu avec cet axe vertical passant par le point M et qui aura des bases S1 et S2 très petites. Alors, pourquoi je les prends très petites? C'est pour être sûr que le champ, si je prends une surface S1 ici, très très petite, eh bien, je vais pouvoir faire l'approximation que le champ ne va pas varier entre ce point et celui-là. Eh bien, j'aurai quasiment la même valeur pour le champ. D'accord? Alors, j'ai donc pris comme surface de Gauss ce cylindre qui a un axe vertical confondu avec notre axe passant par le point M, avec des bases très petites. Alors, on appellera cette base S1, celle-ci S2 et la surface latérale S3. Voilà donc pour le choix de la surface de Gauss. Alors, la hauteur du cylindre, évidemment, puisque le point M se trouve à la distance petit r du plan, eh bien, la hauteur du cylindre, ça sera 2 fois r, puisque j'ai cette surface qui se trouve, la surface S1 qui se trouve à la distance petit r, et l'autre base qui se trouve à la distance petit r, mais en dessous. Donc, la hauteur totale du cylindre, ce sera 2 fois petit r. Alors, on va calculer le flux maintenant. Alors, il faut faire attention à une chose, c'est que le champ est attractif, d'accord? Donc, j'ai le champ qui sera dirigé vers le bas. Alors, ce E-là, il devrait être ici à côté de la flèche en rouge. Hein. Donc, j'ai dessiné en bleu les vecteurs surface et en rouge les vecteurs champ. D'accord? Donc, on a trouvé que le champ avait la direction verticale et attractif. Donc, vers le bas, si on est au-dessus du plan, et vers le haut, si on est en dessous du plan. Donc, j'ai mon champ ici sur la base S1 qui est vers le bas et sur la base S2 qui est vers le haut. Alors, mes vecteurs DS, eh bien, mes vecteurs DS, ils sont toujours orientés perpendiculairement à la surface qu'ils représentent et vers l'extérieur. Alors, comme j'ai pris S1 très petite, eh bien, je vais pouvoir considérer que le champ ne change pas trop
d'un point de S1 à un autre point et je vais pouvoir dire, je vais me retrouver dans la situation la plus simple pour calculer un flux, c'est-à-dire un champ uniforme et une surface plane. Donc, je vais pouvoir dire que le flux à travers S1, c'est le produit scalaire ES1, c'est-à-dire module de E par module de S1 par le cosinus de l'angle qui est entre les deux. Alors, le cosinus, c'est pi. Donc, je vais avoir moins 1, donc moins module de E par module du vecteur S1, c'est-à-dire la surface, la petite surface S1. Alors, on aura la même chose sur l'autre base, sur la base S2. Eh bien, le flux, ça sera le produit scalaire ES2 parce que j'ai pris une base très, très petite. Donc, je peux considérer que le champ reste uniforme sur toute la surface S2. Et j'écrirai donc que c'est le module de E par le module de S2 par le cosinus de l'angle qu'il y a entre les deux ici. Vous voyez que c'est pi. Donc, moins 1. Donc, moins module de E par module de S2 qui est égal à la surface S2. Et comme c'est les deux bases d'un même cylindre, eh bien, c'est aussi égal à S1. Donc, j'ai phi1 égale phi2 égale à moins module de E par S1. Alors, qu'est-ce que je peux dire du flux à travers la surface latérale? Eh bien, sur la surface latérale, alors on voit ici le dessin en perspective. J'ai E qui est vertical. J'ai le vecteur ds qui a la direction radiale. Alors, vu d'en haut, voilà, d'accord? J'ai le champ, alors je regarde ce qui se passe sur cette surface. Eh bien, j'ai ds qui a la direction radiale et qui est vers l'extérieur. Donc, j'ai tous mes vecteurs ds qui sont comme ça. Voilà mes vecteurs ds. Et j'ai mon champ électrique, que je ne peux pas représenter ici, qui a la direction ici verticale, c'est-à-dire que quand je regarde les choses vues d'en haut, eh bien le champ électrique, je le vois comme un vecteur rentrant. Alors, ce serait mieux si c'était plus fin. Voilà, alors je vais dessiner le vecteur champ électrique. Eh bien, c'est un vecteur rentrant. Donc, voici le vecteur E. D'accord? Je mets ça. Voilà. Donc, j'ai dans cette vue d'en haut, si je me place ici, que je regarde ce qui se passe, eh bien, je vois le champ qui est dirigé, qui sort de l'écran, qui est dirigé vers le bas. Et je vois mes DS qui sont tous dans une direction qui est horizontale. D'accord? Donc, E et DS, quel que soit le DS que je choisis, eh bien, l'angle qu'il y a entre E et DS étant toujours pi sur 2, eh bien, le produit scalaire EDS va être égal à 0. Donc, c'est ce qu'on retrouve ici. Phi3, c'est la somme sur S3. Alors, j'ai mis E' parce que je ne suis pas au point M. Je suis quelque part en un point qui se trouve à une distance plus petite que la distance R. Donc, je vais l'appeler E'. DS3. Alors, DS3 étant ce petit carré représenté par le vecteur DS3. Alors,
eh bien, chacun de ces produits scalaires étant égal à 0, parce que E' est perpendiculaire à DS3, eh bien, je vais pouvoir dire que Φ3 est égal à 0. Donc, quand je fais ma somme Φ1 plus Φ2 plus Φ3, eh bien, je vais avoir moins E, alors Φ1 moins E S1 plus Φ2 moins E S1, donc 2 fois moins E S1 et Φ3 qui est nul, donc Φ est égal à moins 2 fois le module de E par S1. Alors, quatrième étape, calculer la charge enfermée à l'intérieur de la surface de Gauss. Alors, c'est quoi cette surface? Eh bien, c'est ce que j'ai dessiné ici en rouge. C'est juste la partie du plan qui est enfermée dans la surface de Gauss. Je vous rappelle que la charge, elle est portée sur la totalité du plan, mais nous, ce qui nous intéresse, c'est la partie de la charge qui est enfermée dans la surface de Gauss. Donc, c'est juste ce petit disque-là. Alors, qui aura pour surface S1 ou S2, d'accord? Qui a une densité de charge sigma, donc ça sera sigma S1. Voilà, donc la charge intérieure, c'est sigma S1. Alors ensuite, on applique le théorème de Gauss. Donc phi égale la charge intérieure sur epsilon 0. À la place de phi, on met ce qu'on a eu à la troisième étape, c'est-à-dire moins 2 fois E S1. Et à la place de Q intérieur, on met ce qu'on a trouvé à la quatrième étape, c'est-à-dire sigma S1. Alors, S1 se simplifie et je vais avoir le module de E qui est égal à moins sigma sur 2 epsilon 0. Alors, il y a un signe moins qui apparaît alors qu'il s'agit du module de E. Est-ce que c'est normal? Eh bien oui, puisque sigma est une quantité négative. D'accord? Donc, le module de E, c'est bien moins sigma sur 2 epsilon 0. Alors, ça veut dire que je peux écrire ça sur un axe OZ, puisque c'est le vecteur champ électrique est porté par un axe vertical. Si je dis que cet axe, c'est l'axe OZ, eh bien, je vais avoir E égale sigma sur 2 epsilon 0. On va détailler ça. Hein. Voilà. Alors, ça sera sigma sur 2 epsilon 0 K pour les Z positifs et moins sigma sur 2 epsilon 0 K pour les Z négatifs. Alors, est-ce que c'est bon? Sigma étant négatif, ça veut dire que cette quantité-là va être négative. Ça veut dire que le champ sera dans le sens opposé au vecteur K. Alors, voici mon plan. J'ai trouvé que le champ au-dessus était vers le bas et que le champ en dessous était vers le haut. D'accord? Donc, voici le champ électrique. Hein. Voilà. Donc, ici, si mon axe OZ est comme ça, voici mon axe OZ,
Donc, pour les z positifs, eh bien, le champ va avoir une mesure algébrique négative. C'est le cas. Pour les valeurs de z négatives, le vecteur champ électrique aura une mesure algébrique positive. C'est bien le cas puisque sigma étant négatif, moins sigma sur 2 epsilon 0 sera une quantité positive. Voilà. Alors, je vais supprimer ça. D'accord? Bon, alors, on vient de calculer le champ qui est créé par un plan infini chargé négativement. Alors maintenant, ben, il va falloir assembler les deux et appliquer le principe de superposition pour avoir le champ total créé dans chacune des régions A, B et C, puisqu'on a deux plans. Alors, voici donc le calcul du champ créé par les deux plans. Donc, on va pouvoir aller un petit peu plus vite maintenant qu'on a détaillé ce qui se passe si on a un plan tout seul. Eh bien, quand on a deux plans, ben, on va voir ce que ça donne. Alors, euh, c'est bizarre. Il y a des pointillés qui ont disparu. Donc, je vais les remettre. Alors, ce plan-là, dans ce dessin, on fait comme s'il n'existait pas. Et dans le dessin de droite, eh bien, on va faire comme si ce plan n'existait pas. D'accord? Puisque on va considérer chacun des plans comme s'il était seul, calculer le champ qu'il crée et ensuite faire la somme des deux champs. Alors, ici, on va considérer le champ qui est produit par le plan qui a une densité de charge de sigma. Et là, on va considérer le champ créé par le plan de densité de charge sigma. D'accord? Alors, je suis peut-être descendu un petit peu trop bas. Alors, on procède de la même manière. Donc, direction des champs, ben, ça va être rapide, hein, puisqu'on a déjà détaillé ça pour un plan tout seul. Alors, la direction des champs, ben, c'est la perpendiculaire au plan et de sens attractif. Les surfaces de Gauss, eh bien, ça sera des cylindres d'axe perpendiculaire au plan et de base S. Les flux, alors les flux du champ électrique, eh bien, si j'appelle E1 le champ produit par ce plan donc de densité de charge de sigma, eh bien, j'aurai comme flux. Alors, tout à l'heure, j'ai obtenu que le flux, c'était moins 2 fois ES. Eh bien, je vais l'appliquer au champ E1. Donc, c'est moins 2 fois E1S. Alors, pour le flux du champ électrique produit par le plan du bas, d'accord? C'est-à-dire celui qui a une densité de charge sigma, eh bien, comme sigma est 2 fois plus petite qu'ici, ça veut dire que le champ, forcément, le champ E2 en module sera égal au module de E1 divisé par 2. D'accord? Donc, j'ai déjà dessiné un champ E2 qui est plus petit, qui est 2 fois plus petit que le champ E1. Alors, les flux s'écrivent de la même façon. Phi1, c'est moins 2 fois E1S. Et Phi2, c'est moins 2 fois E2S. C'est ce qu'on avait trouvé. Je reviens rapidement à notre calcul de flux. Voilà ce qu'on avait trouvé. Hein. D'accord? Donc, que ce soit un champ un champ E1, un champ E2, il s'écrira de la même façon puisque je suis dans les mêmes conditions. Voilà, donc les flux
On les a tous les deux. Alors, les charges, quatrième étape, le calcul des charges intérieures. Donc, pour le plan du haut, eh bien, la charge intérieure, ça sera la densité de charge multipliée par la surface de la base du cylindre, c'est-à-dire 2 sigma S. Et ici, Q2, c'est sigma S, puisque la densité de charge, c'est sigma. Alors, les champs maintenant, j'écris que le flux Φ1, c'est Q1 sur epsilon 0. Alors, j'ai trouvé que le flux, c'était moins 2 fois E1 S et que Q1, c'était 2 sigma S. Donc, j'ai module de E1 égale à moins sigma sur epsilon 0. Et de la même façon, si j'écris que le flux Φ2 est égal à Q2 sur epsilon 0, eh bien, je vais avoir E2 égale à moins sigma sur 2 epsilon 0. Voilà. Alors, maintenant, le champ total. Alors, j'ai redessiné mes champs. Alors, il ne faut pas oublier que ici, si on devait mettre les régions, alors j'aurai la région A ici, la région B et la région C. D'accord? Donc, par rapport à ce plan de densité de charge de sigma, eh bien, la région A se trouve au-dessus et les régions B et C se trouvent en dessous. D'accord? Donc, tout ce qu'on a trouvé pour les régions qui sont au-dessus du plan sera valable pour la région A. Tous les résultats qu'on aura trouvés pour la région qui est en dessous du plan sera valable pour les régions B et C. Alors ici aussi, c'est la région A, la région B et la région C. Donc, ce qui est au-dessus du plan, eh bien, ça sera les régions A et B. Et en dessous, c'est la région C. Alors ici, je répète, ça c'est au-dessus. Et ces deux régions sont en dessous. Voilà. Alors, j'ai donc trouvé que le champ, bon, il va falloir que j'accélère un peu pour aller au moins à la fin de la calcul. Alors, j'ai donc j'ai dit que la région A était au-dessus et les régions B et C étaient en dessous. Donc, j'ai le champ qui est dirigé vers le bas dans la région A et dirigé vers le haut, puisque je suis en dessous du plan, dans les régions B et C. Alors ici, eh bien, j'ai la région A et la région B qui sont au-dessus de ce plan. Donc, le champ va être attractif, donc dirigé vers le bas. Et ici, je suis en dessous. Donc, le champ va être dirigé vers le haut. Il sera attractif. C'est bon? Alors, si je fais la somme, j'applique le principe de superposition. Là, j'ai fait comme si chacun des plans était seul. Et là, je fais la somme des deux. Alors, dans la région A, je vais avoir un champ qui sera E1 plus E2 et qui aura pour module la somme des modules puisqu'ils sont tous les deux dans la même direction et le même sens. Ici, eh bien, E1 plus E2, ça sera E1
plus E2, c'est-à-dire que le module de ce champ total, ce sera le module de E1 moins le module de E2. Donc, j'ai un vecteur qui est vers le haut et qui aura pour module la différence des modules. Et ici, j'aurai un vecteur vers le haut et son module, ça sera la somme des modules. Voilà. Alors, on aurait pu en rester là, mais on peut aussi écrire ça en fonction du vecteur unitaire K. D'accord? Alors, dans la région A, alors je vais juste... remonter ici pour mémoriser les sens. Hein. Donc, c'est vers le bas et c'est la somme des deux. Vers le haut, c'est la différence des deux. Et vers le haut, c'est la somme des deux. D'accord. Voilà donc mes deux plans. J'ai un champ qui est comme ceci, comme ça et comme ça. D'accord? Donc, ce champ-là, par rapport à mon vecteur unitaire K, ce champ-là va avoir une mesure algébrique négative. D'accord? Donc, je mets que c'est moins le module de E multiplié par K. Ce champ-là aura une mesure algébrique positive et celui-là aussi. Donc, j'ai écrit que c'est plus module de E multiplié par le vecteur unitaire K. Maintenant, on a vu que ici, le module de E, c'est la somme des modules. Que ici, c'est la différence des modules et que là, c'était la somme des modules. Donc ici, j'ai... somme des modules, j'avais eu pour E1, c'était moins sigma sur epsilon 0. Et pour E2, c'était moins sigma sur 2 epsilon 0. Donc, ça me donne moins 3,5 de sigma sur epsilon 0. Alors ici, c'était moins sigma sur 2 epsilon 0. Et là, moins 3 sigma sur 2 epsilon 0. Alors maintenant, ben, je tiens compte du signe que j'ai mis ici. Donc, le vecteur E, c'est moins le module de E par le vecteur K. Alors, moins le module de E, c'est ça, cette expression. Si je mets un signe moins devant, ben, j'aurai un plus ici. Alors, on vérifie. Sigma étant négative, j'ai bien le vecteur E qui est de sens opposé à K. D'accord? Alors, je vous laisse le soin de vérifier ça. Pour la prochaine fois, on finira ça. J'ai un autre TD maintenant, ben, je suis obligée d'arrêter. Donc, on finira ça la semaine prochaine. Voilà. Eh ben, je vous laisse partir. Bon après-midi. Merci. Merci. Bonne journée à vous aussi.